l'avoir ici il y a quelques années à la délégation, travail sur l'art. Nous avons aussi eu l'occasion de la voir pour les premières journées d'enfants, pour notre première journée à Marrakech. Le professeur Aliaké, vous savez, de pédiatrie et spécialisé en titulaire. Je suis sortie titulaire. Fusion, mais en fait. Agrégé, c'est moins bien que professeur tout court. Je vous le dis. C'est vrai. Spécialisée en pneumo-allergologie. Et elle travaille maintenant dans le secteur libéral. Madame Chabi est membre actif dans plusieurs sociétés savantes, notamment la Société marocaine de pédiatrie, l'association marocaine de pneumologie, allergologie pédiatrie. Il est membre du comité de rédaction de la revue marocaine des maladies de l'enfant. Madame Chabi va nous présenter une intitulée L'asthme du petit nourrisson et nous fera un survol sur la désensibilisation sublinguale. À vous la parole, Madame Chabi. Merci beaucoup, Awad. Merci vraiment. Je suis contente d'être là. Je pense qu'on a la raison. Je vois, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je suis très contente d'être là dans le cadre de la formulaire. C'est un honneur pour moi que vous m'ayez appelé, franchement. Parce que bon, vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur. Parce que je suis toujours contente de partager mon expérience avec les gens qui travaillent sur des terrains difficiles. Hein. Je ne peux pas dire que c'est... On va dire que Casablanca, c'est quand même un terrain facile. Hein. C'est pas... Moi, je travaille dans un terrain très facile. Et vous devez travailler dans des conditions certainement plus dures que les miennes. Je voudrais juste voir un peu à qui j'ai affaire. Combien de pédiatres confirmés? Deux pédiatres en formation. Du tout. Médecin généraliste. Coach. Ok. Non, c'est pour qu'on voit quel est le message à passer. En fait, on va faire, vous envoyez beaucoup des asthmes du nourrisson. Nourrisson siffleur. Je crois que ma clé génétique, c'est une pathologie, hein, tout le temps, et en hiver, et on en voit encore actuellement, ce qui est bizarre, vraiment très belle. Bon, donc c'est une pathologie, on va dire que j'attaque là, sinon plus, parce que moi maintenant je vois plus de nourrissons siffleurs que d'angines. Donc vraiment, c'est une pathologie asthmatique. Est-ce que tous ce sont des virus? Est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels? Donc, je crois qu'on ne va pas s'embêter avec des conférences. On va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par une petite Aïa qui a 2 ans, d'accord, qui est vue 4 semaines ou 1 mois auparavant pour des épisodes répétés de dyspnée avec sifflement. Je crois que ça vous en dit. Quand on l'interroge, on se rend compte qu'elle a sifflé déjà la première fois à l'âge de 6 mois. Et puis, de 6 mois à 12 mois, elle a rien eu. Puis, pendant l'automne-hiver, ça commence à se répéter à raison d'environ 2 épisodes par trimestre. Donc, vous la voyez à vous regarder 2 fois par trimestre. Et puis, cette petite fille, elle s'améliore en été. Alors, lors des épisodes, elle va prendre du salbutamol et des corticoïdes oraux, sans amélioration franche. Salbu, la durée des épisodes est de 1 à 2 semaines. Elle a plusieurs séances de kiné respiratoire. Donc ça c'est... Est-ce que vous en avez beaucoup des nourrissons qui ne répondent pas aux corticoïdes ou au salbutamol? Tous y répondent. Ça veut dire qu'ils évoluent de toute façon. Moi les miens ils répondent pas. Je ne sais pas, on n'a pas les mêmes nourrissons. Mais les miens, ils ne répondent pas. Ça se traite après les corticoïdes. Parce que le grand enfant, on donne salbutamol corticoïde, le lendemain, il est déjà mieux. Le surlendemain, il est normal, pratiquement. Le nourrisson, c'est pas tout à fait ça. D'accord? Alors, voilà ce qu'il faut rechercher. Est-ce que vous avez tous le réflexe de rechercher tout ça? Tout le temps. Épisode répété de dyspnée, sifflant, etc. Il faut toujours chercher dans la famille l'histoire clinique et verbale. Est-ce qu'il y a une atopie personnelle? Est-ce qu'il y a une atopie parentale? Pas l'oncle et la tante et le cousin, ça c'est vraiment, il faut que ce soit parents
Éventuellement, grands-parents, c'est important, et frères et sœurs. D'accord? Est-ce que cette petite, est-ce qu'il y a des sifflements ou de la toux en dehors des saisons de virose? D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Pourquoi d'autres symptômes? Oui, pour les diagnostics différentiels. Autant chez le grand enfant, les diagnostics différentiels sont rares. On a une dyspnée expiratoire sifflante avec gêne respiratoire. Dans la grande majorité des cas, c'est de l'asthme. Autant chez le petit nourrisson, eh ben non. Il faut d'abord chercher les diagnostics différentiels, les éliminer, avant de tenir le diagnostic. Comment? Pardon. Alors, quels sont les symptômes qu'il faut rechercher? Vomissement chronique. Diarrhée chronique. Pourquoi? Vomissement chronique pour le reflux. Diarrhée. La mucoviscidose. Il faut faire très attention. C'est une pathologie qui commence à devenir de plus en plus fréquente dans notre contexte. On n'y pense pas au Maroc parce que génétiquement, on est une population non prédisposée à la mucoviscidose. Ok? Génétiquement. Quand on était à l'hôpital et tout ça, on était jeunes, on n'y pensait jamais. Parce qu'on avait un cas par an, tous les 2 ans, et c'était conditionnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un brassage des populations. Il y a des migrations nord-sud, sud-nord, il y a des mariages entre, je veux dire, maroco-européens, etc. Il y a vraiment un brassage des populations, et dès qu'il y a un brassage des populations, il y a une modification génétique. Et cette modification génétique fait que c'est une pathologie à laquelle on doit penser. Donc moi, de façon systématique, quand j'ai des pneumopathies récidivantes chez un bébé, je demande le test de la sueur. Très bien. Le test, c'est pour mesurer le chlore dans la sueur. Et après, on fait un test génétique. Et le test de la sueur, je ne le demande pas de façon systématique chez tous les bébés, mais quand l'évolution n'est pas très bonne sous un traitement qui est bien conduit. Voilà. Donc il faut y penser à la mucoviscidose. Donc diabète par la mucoviscidose, quoi d'autre? La toux nocturne, elle rentre dans ce cadre-là. Je veux dire, pour éliminer d'autres pathologies. Quoi d'autre? Dans notre pays. Dans notre pays. La tuberculose. Bien sûr, il y a nous, là. D'accord? Elle a 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Avant. Vous avez 3 réflexes. Tuberculose, le reflux, on en a pas déjà parlé? Non? Non, je veux que vous le disiez. Obligatoirement. Un enfant de 2 ans, corps étranger. Impératif à rechercher. Tout le temps rechercher un symptôme d'inhalation. Il peut être passé inaperçu, mais il faut toujours que vous ayez le corps étranger en tête. Toujours. Après, il y a les choses plus rares. Maintenant, c'est hyper mode. On parle tout le temps. On y pense. Pas dans ce cadre-là. Non, pas dans ce cadre-là. Les infections récidivantes, pulmonaires. Non, j'ai entendu. Oui, très bien. Déficit immunitaire. Il faut y penser actuellement. C'est pour la même raison qu'auparavant. C'est une pathologie. D'abord parce qu'on la connaît de mieux en mieux, et parce que, c'est exactement les modifications génétiques, etc. Et maintenant, on commence à avoir un registre marocain des déficits immunitaires qui est vraiment très important. Et c'est des pathologies auxquelles il faut penser, déficit en IgA, hypogammaglobulinémie, etc. à domaine les plus frais. Très bien. Et les autres pathologies qui sont plus rares, chez les enfants. Toujours les enfants. Il faut toujours penser à quoi? Dites-le-moi. Malformation, c'est-à-dire tout ce qui est malformation, tout ce qui est malformatif, malformation pulmonaire, anomalie des arcs aortiques, etc. Alors on a le réflexe chez l'enfant. En tant que pédiatre, on le sait, on y pense tout de suite. Mais en tant que médecin généraliste, il y a quelques réflexes à avoir devant les pathologies de l'enfant. Il faut éliminer tout ça. Après, on va revenir à notre pathologie qui est notre sujet d'aujourd'hui. Petite atopique diagnostiquée par un médecin, d'accord? Elle n'a pas de limite. Elle a une limite allergique chez la maman. Elle n'a pas de sifflement en dehors des viroses, en dehors des saisons hivernales, en été, elle s'est bien. Et elle n'a pas d'autres symptômes. Elle n'a rien. On peut chercher, mais elle a une allergie. D'accord? À dire qu'il y a une prédisposition, d'accord, dans la famille, à avoir une réaction vis-à-vis d'un allergène X. D'accord? Quelle est la différence entre la topie et la allergie?
L'allergie, on a déjà des symptômes. L'atopie, c'est une prédisposition à faire une réaction. D'accord? Et la sensibilisation? Éviter la... Quelle est la différence entre atopie, allergie, sensibilisation? Alors, entre les deux, t'as raison. En fait, l'atopie, c'est la prédisposition à faire. C'est-à-dire qu'il y a un terrain. Il y a un terrain familial. La sensibilisation, quand on fait des tests cutanés ou là, quand on fait des examens sanguins, on a une réaction. Sans signe clinique. L'allergie, on a des signes cliniques. D'accord? Donc, atopie, sensibilisation, signe clinique. Voilà, l'allergie, c'est des signes cliniques. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan chez cette petite fille? Ce que vous faites, vous, dans le cabinet, normalement. Examen, bien sûr, il faut l'examiner de la tête aux pieds. Qu'est-ce qu'il faut rechercher chez l'enfant? Toujours. Comme ça, en le regardant. La petite, mais j'ai comme elle n'est pas encore en détresse. Elle le gêne. L'enfant, si qui est allé à la dermatite, il y a une chose très importante. La pâleur, c'est-à-dire en plus, vous le voyez l'enfant, il a 2 ans. Est-ce qu'il y a un retard staturo-pondéral? Elle a dit, cette chose à l'inspection, cette chose, est-ce que c'est un enfant qui est en bonne santé ou un enfant chétif? Si c'est un enfant en bonne santé, on est plus vers les problèmes d'asthme. Si c'est un enfant avec un retentissement staturo-pondéral, il faut aller chercher ailleurs. Déjà, ça c'est le premier réflexe. D'accord? Donc l'examen, il est très important. Très important. À la vue, cette chose dit que l'enfant, est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est chétif? Est-ce que ça ne va pas? Déjà, vous devez éliminer les diagnostics différentiels avant de vous engager sur la voie de l'asthme. Il est possible qu'un enfant avec un retard staturo-pondéral fasse de l'asthme. C'est possible. Mais, dans votre tête, il faut éliminer tout ce qu'il y a à aller sur l'asthme. D'accord? Voilà les réflexes et les petits réflexes qu'il faut avoir et tout ça. L'auscultation particulièrement cardiaque, parce qu'on a beaucoup de cardiopathies congénitales qui peuvent se traduire par des sifflements. Quoi d'autre? Examen. Très important dans ces cas-là. On a dit ORL. Très bien. L'examen ORL. Quoi d'autre? Voilà, la rhinite, les colons, les grosses rhinites. Très bien. Très bien. Ensuite, l'examen numéro 1. Bon, on a passé l'examen clinique. L'examen numéro 1. Très bien, la radio. Alors, regardez. On ne peut pas, deuxième réflexe, raisonner devant un asthme du nourrisson sans radio du thorax de face. Enfin, un asthme de bronchiolitis. On ne peut pas. Ça, c'est impossible. Donc, premier réflexe, dès que vous avez un bébé, la petite Alice, c'est le truc de tous les jours. Elle peut être moins âgée, plus âgée, mais on en voit des dizaines comme ça. Vous ne pouvez pas raisonner sans radio du thorax de face. Vous ne pouvez pas traiter sans radio du thorax de face. C'est vrai que la première fois bronchiolite, à 6 mois, on examine le tableau radar, on se dit bon, c'est une petite bronchiolite, ça passe, elle guérit très vite, on peut ne pas la faire. Toute bronchiolite qui traîne, toute bronchiolite qui se répète, la radio. Et elle est là. Qu'est-ce qu'elle nous... Pourquoi la radio? Pour éliminer. Très bien, pour éliminer les diagnostics différentiels. Ok? Ça nous élimine déjà une tonne. Les adénopathies, les malformations, les infections pulmonaires, il y a un peu le corps étranger chez les enfants plus grands, quand il y a des troubles de la ventilation, etc. En tout cas, un nourrisson asthmatique non compliqué doit avoir une radio du thorax normale. Ok? Non. Au maximum une petite distension, c'est normal quand c'est obstruction. Ok? Alors, deuxième général, le développement staturo-pondéral, l'examen pulmonaire, l'examen ORL est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des hypertrophies de végétation adénoïde ou des hypertrophies amygdaliennes qui font exactement les mêmes symptômes. Alors, la radio du thorax de face, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir une radio en inspiration et en expiration forcée pour voir s'il y a des troubles de la ventilation. Or, chez l'enfant, le petit enfant, c'est difficile, il y a un problème économique. Quand on est dans des centres, déjà, si on fait une radio, c'est bien, on ne va pas demander aux parents de faire 2 radios, c'est compliqué. Chez le petit nourrisson, c'est très dur, donc il faut que le technicien soit très
très pointu. Mais je chauffe le moment de l'expiration, le cliché, le moment de l'expiration, le cliché. Bon, il y a des petites techniques, il faut les faire pleurer pour avoir l'expiration forcée, mais ça c'est dans des situations un peu particulières. Mais disons grosso modo, si on a une radio du thorax normale, d'assez bonne qualité, bien centrée et tout, c'est déjà bien. Alors, bilan allergologique. On fait ou on ne fait pas? Oui ou non? Qui c'est qui est pour, qui c'est qui est contre? Hein, pourquoi? Il faut justifier. Il faut justifier. Je sais, les amis sont partagés. Si je vous dis, il n'y a pas de, je veux dire, je dis du nourrisson. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, il y a la vérité. Chaque fois, on a un truc, on a une conduite, une attitude. L'année d'après, tu as trouvé une publication, tu trouves que l'attitude, mais chez IA, il faut tout changer. Ok? Donc, qui les ferait, qui ne les ferait pas? Toi, tu le fais? Non. Personne ne les fait. On peut les faire. Pourquoi? Si on a besoin d'un diagnostic, on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait petite fille. On les fait. Si tu trouves des tests cutanés positifs, ton problème est réglé. Si le diagnostic est positif. S'ils sont négatifs, ça ne veut rien dire. Voilà, exactement. Ça ne veut rien dire, oui, pourquoi ça ne veut rien dire? Parce qu'elle a 2 ans et parce qu'il y a des places ici, mesdames. C'est un petit. Quand on a la facilité de les faire, parce que les tests cutanés, vous n'allez pas disposer tout le temps des allergènes, des points, des radadétas, ça coûte cher, c'est pas un examen qui coûte pas cher. Si on a les moyens, la possibilité de le faire, on le fait. Ça peut être très utile en ce sens que s'ils sont positifs, ça nous oriente déjà le diagnostic. D'accord? S'ils sont négatifs, là, on peut discuter. Parce que pourquoi les petits-enfants, d'abord cette petite fille a une dermatite atopique et donc la peau d'Iana, elle peut ne pas réagir très bien. Et elle est toute petite, on sait que la peau des nourrissons, elle est souvent hyporéactive par rapport aux peaux des grands enfants. Mais elle a 2 ans. C'est quand même là, on peut commencer à faire. Donc si on a la possibilité de les faire, on les fait. Si on n'a pas la possibilité de les faire, on ne s'arrête pas là, parce que je sais qu'il y a des médecins en ville qui disent « si je ne fais pas les tests cutanés, je ne peux pas raisonner ». Non, on peut raisonner, même si on n'en dispose pas. Les tests cutanés à cet âge-là, c'est un argument en plus, mais ce n'est pas l'argument numéro 1. D'accord? Pas de souci, on trouve des radons et des sibilants, il n'y a pas de gène respiratoire. Et le développement osteo-pondéral, tout est normal, l'examen ERL est normal. La radio du thorax, elle est normale, il n'y a rien. D'accord? Et on a fait un bilan allergologique chez elle, on a fait des tests cutanés, ils sont voilà, ils sont négatifs. Il n'y a rien. Ça c'est facile, ça c'est les cas les plus simples, les plus évidents qui puissent exister au malade. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Elle a eu beaucoup d'épisodes. Et c'est ça la problématique chez le nourrisson. Parce que c'est un enfant qui peut faire des viroses répétées. Et jusqu'à présent, pour faire la part des choses entre les deux, c'est vrai que les tests cutanés peuvent être ici d'un très grand apport. Parce que s'ils sont positifs, on a de fortes chances que ce soit de l'asthme. Là, ils sont négatifs, et bien on ne sait pas. Est-ce que ce sont des virus? Il faut pas se dire, ça fait, ça c'est des l'ancienne définition. C'est pour ça que je vous dis la définition, ça ne change pas. Je vous rappelle, je vais après 3 épisodes de l'asthme jusqu'à preuve du contraire. Je crois qu'on est des médecins, je crois que la médecine évolue, je crois qu'il faut qu'on se dise maintenant que les nouveautés dans le cadre d'asthme du nourrisson, c'est ça. Il y a tellement de virus qui peuvent donner les mêmes symptômes et sur une année, il n'y a pas que le VRS. Le VRS, il y a le rhinovirus, il y a le virus de la grippe, il y a les virus de la et chaque virus a 36 000 sérotypes. Et un enfant va attraper un virus maintenant, il va ressortir de chez lui, il va aller à l'école, il va attraper notre virus. Il va revenir chez lui, il va guérir, il va attraper un virus. Et ainsi de suite sur tout plein. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas savoir chez cette petite fille de quoi il s'agit exactement. Est-ce un épisode viral dans le cadre de virose répétée du nourrisson? Qu'est-ce qui est en faveur de ça? Qu'est-ce qui est en faveur?
Quels sont les arguments en faveur de ça? La répétition, l'âge, la période, très bien. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne fait ses problèmes que pendant l'hiver alors que pendant l'été il est très bien, d'accord? Et le quatrième argument, le terrain atopique عندها. Donc c'est un petit piège si vous voulez diagnostic. On ne va pas discuter ici des choses. C'est un petit piège diagnostic. Le terrain atopique عندها. Je vois le quatrième argument, mais c'est le négatif. C'est le quatrième argument. D'accord? Donc, on ne sait pas encore. Mais on l'a dit tout à l'heure, des tests cutanés positifs et négatifs à cet âge-là, ce n'est pas vraiment quelque chose de très vraiment formel. Si vous refaites les tests 6 mois, 1 an plus tard, vous allez les trouver positifs. On en sait rien. Ça, c'est de la pathologie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez quand même qu'on n'est pas dans un seul cadre. Le nourrisson, c'est beaucoup de maladies qui prennent exactement le même tableau clinique. D'ailleurs, actuellement, on est en train de parler de phénotype de l'asthme du nourrisson. Pourquoi on a gardé asthme? Parce qu'on n'a pas d'autre. Mais en fait, les anglophones, ils ne disent plus asthme, ils disent wheezing. Sifflement. Nourrisson siffleur. On ne parle plus d'asthme à cet âge-là parce qu'on n'a pas assez de critères diagnostiques pour en parler. Et en fait, il est très très difficile, même pour les spécialistes, de faire la différence entre ces deux tableaux. Très difficile. Il n'y a pas un examen spécifique, sauf si on a les moyens de faire les prélèvements viraux. Et même si on fait les prélèvements viraux, l'asthmatique, il a tout le droit de faire des infections virales. Et des viroses répétées, ça a le droit de survenir dans un terrain d'atopie. D'accord? Mais ce n'est pas un terrain d'atopie grave. Ce n'est pas la maman asthmatique, le papa asthmatique. Elle a une limite allergique, c'est tout. La gamine, elle fait de la dermatite atopique. Mais cette dermatite atopique, est-ce qu'elle est véritablement allergique? Ou là, est-ce que c'est juste un problème d'inflammation de la peau, secondaire à de trop gros lavage, secondaire à des produits cosmétiques? Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. C'est pour ça que votre esprit doit rester ouvert et non pas se dire 3 épisodes égale asthme. Alors je vous dis, si jamais par exemple Chafer Marawi de Rabat venait vous faire le même topo que moi, alors lui, il discute pas. Moi je suis désolée, on est quand même dans de la progression, on est dans le changement, la médecine ça change, il y a des publications qui sortent, il y a des gens qui font des études sur des milliers d'enfants et leur conclusion c'est ça. Et on ne va pas rester à se baser sur la définition de Tabachnik et Levinson. C'est vrai que cette définition elle a eu le mérite de nous faire sonner la sonnette d'alarme. D'accord? Et pour nous dire que l'asthme, ça peut exister chez le nourrisson. Mais en même temps, ce n'est pas la seule maladie. Il y a beaucoup de phénotypes. Alors actuellement, la grande mode maintenant, il y a des articles qui sont sortis sur les phénotypes de l'asthme du nourrisson. Jusqu'à présent, il y en a 6 de phénotypes. C'est-à-dire كل واحد هذا واحد عنده dermatite atopique وهذا عنده la rhinite وهذا عنده les sifflements qui ne répondent pas au traitement هذا عنده les sifflements qui répondent au traitement mais il a l'allergie alimentaire et كل واحد فيهم a une réponse différente à la thérapeutique. Ce qui explique que des fois vous avez des nourrissons qui vous désespèrent, ça s'appelle doigt et rien n'y est fait. Ils répondent à rien. Vous pratiquez le sifflement, rien ne marche. Pourquoi? Parce que justement il y a ces phénotypes. Et ces phénotypes, il y a des réponses variables au traitement. Alors maintenant, quand vous avez cette problématique-là, vous êtes devant cet enfant, cette petite Alia, d'accord? Qu'est-ce que vous allez dire aux parents? Vous vous posez la question, j'ai tout d'accord. Est-ce que le oui là? Très bien. Il se peut. Vous restez dans le flou. Quand est-ce qu'on saura? Sûrement. Probablement. Avec l'évolution et avec la répétition. Et vers l'âge de 5 ans en général, on sait si cet enfant va rester asthmatique. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Alors quand vous avez des parents qui arrivent, ils vous disent parce que lui, il va aller chercher quelqu'un d'autre qui va lui dire d'accord? C'est vrai, hein, c'est comme ça. Quand on travaille en milieu hospitalier, on est à l'aise. On s'en fiche qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas. D'accord? Mais c'est vrai, j'ai travaillé dans la santé publique longtemps, j'ai une petite
aussi. Les malades à problème, c'est déjà, il y a une tonne de problèmes. Mais quand on est en médecine individuelle ou en médecine de ville, d'accord, et bien quand même, il y a une certaine confiance qui doit s'instaurer entre le médecin et son patient. Et donc, il faut qu'on soit clair. Quand on est devant une situation pareille, il ne faut pas affirmer ni ne pas affirmer. Il faut rester. Oui, أنا شنو نقول لهم واش الثقة؟ تنقول لهم يمكن تكون ثقة بالحق في هذا السن هذا ما تيمكنناش نعرفوا حيت كاينين بزاف ديال الفيروس اللي تيعطيو هاد الأمراض. ودابا نتوما عندكم انتباه يمكن بالحق في الأغلبية ديال الأوقات هادشي ما تيبقاش ثقة. سي كوم سا il faut rassurer les parents. Pourquoi rassurer? Pour adhérer au traitement, si vous ne leur dites un paradigme asthmatique toute sa vie, jamais il ne suivra votre traitement. De toute manière, parce que dans le vécu des gens, l'asthme c'est une maladie très grave qui n'a pas de traitement. Dans le vécu de certaines personnes. Ok? Bon, maintenant ça va, les gens ils commencent. Maintenant, Internet nous aide beaucoup, tout le monde a accès à Internet, on lit, on voit, etc. Et c'est même dans les populations qui vous semblent un petit peu, ça n'a pas de niveau socio-économique, car tout le monde maintenant a accès, elle était, donc, il y a quand même, ce qui fait que maintenant il faut avoir un langage cohérent vis-à-vis des parents. C'est pas probable, et moi je le dis probablement pas, même s'il y a un terrain à compliquer. Les tests cutanés sont négatifs. On نشوفوا هذا العام الجاي والعام اللي بعده comment les choses vont se passer. Donc de jamais être catégorique. Alors dans votre pratique de tous les jours, c'est un index qui a été pas inventé mais disons précisé par les Américains qui ont fait des études sur 10 000 nourrissons. C'est Israël. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire ça. Ils les suivent de la naissance jusqu'à 20 ans, 30 ans, et après ils voient tous les critères, etc., qui font que l'enfant a fait de l'asthme ou n'a pas fait de l'asthme. Alors, c'est ce qu'on appelle l'Asthma Predictive Index. Il y a des critères majeurs et des critères mineurs, et ça s'appelle l'API, et vous voyez que, au bout du compte, ce sont des critères qui vous sont très accessibles. D'accord? Le critère majeur, c'est l'asthme parental, c'est l'eczéma diagnostiqué, c'est des tests cutanés ou RAST positifs. Donc les RAST, vous les oubliez. D'accord? Vous les oubliez. C'est un examen qui coûte cher, qui n'est pas très fiable. Mais aux États-Unis, ils le font tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous ai rapporté l'étude telle qu'elle est faite. Et là, vous le regardez, je ne fais pas les RAST. C'est pas la peine. On fait des tests cutanés. À 4 ans, je ne sais pas à l'hôpital, est-ce que vous les faites? Vous en avez? Nous, à l'hôpital d'enfants, à Casa, au CHU, on les faisait à 200 dirhams, les tests cutanés. Tout le monde. Et on testait 6 ou 7 allergènes. Okay? Alors que les RAST, c'est 250 dirhams 1. Elle avait la moitié des dictères, des phares, des trucs habituels, blomia, pollen et latte. Et bien ça fait 1250 dirhams déjà. D'accord? Donc les RAST, il ne faut pas les faire. Alors dit que les multitests, je sais pas comment on appelle les radiateurs, etc., aucune utilité. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Donc, on va enlever les RAST et on va se baser sur les tests positifs, les tests cutanés. Sauf si vraiment vous avez l'impossibilité de faire les tests cutanés, que le patient ne peut pas, et que vous suspectez vraiment un terrain allergique, à ce moment-là, vous voulez faire asthme à carton. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important à Casa. Des terres, on a des phares, mais reste à carton. Si vous dites les 3, c'est pas très cher. Mais bon, c'est quand même, ça reste cher. Les critères mineurs, c'est la rhinite allergique chez l'enfant, l'allergie alimentaire, l'éosinophilie supérieure à 4%, les sifflements en dehors des violences. Okay? Et cet API, cet asthme prédictif index, il est positif si on a eu des sifflements récidivants l'année auparavant, plus un critère majeur ou 2 critères mineurs. D'accord? Donc, voilà. Le problème de cet API, il est très utile, dans ce sens que quand il est négatif, vous avez 80% de choses, il a une valeur prédictive négative à 80%. Quand il n'y a rien, quand la valeur prédictive index il est négatif, vous pouvez être pratiquement sûr à plus de 80% que vous allez dire aux parents, très probablement vers l'âge de 4-5 ans, il n'y aura plus rien. D'accord? C'est pour ça que dans la pratique de tous les jours, c'est vraiment très utile. Quand vous avez la valeur, quand il a une valeur prédictive positive, c'est-à-dire qu'il est positif, il y a un critère majeur ou 2 critères mineurs.
eh ben, c'est que 50%. Au bout du compte, même si l'enfant a un asthme prédictif index positif, eh ben, c'est un risque sur deux qui devient asthmatique plus tard. Vous voyez? Donc, il faut toujours rester très prudent dans le langage que vous tenez aux parents. Ok? Et probablement, et peut-être, il faut rester toujours peut-être. On va voir l'évolution. تبع الدواء ولا تبعتي الدواء راه غيكون غير الخير غادي برا etc. C'est comme ça que vous pouvez augmenter l'adhérence des parents au traitement anti-asthmatique, surtout chez les petits bébés. Elle a un eczéma diagnostiqué, elle a juste l'eczéma. Elle a un critère majeur, D'accord? Bon, la maman c'est le terrain atopique. Il faut que rien soit à la rive. D'accord? Voilà. Elle a l'eczéma. Elle a un eczéma diagnostiqué, elle a un critère majeur. Donc, elle a un API positif. Donc, on va dire, oui, possible qu'elle reste. Mais il est très probable aussi qu'elle ne le reste pas. Donc, il faut rester vraiment très prudent. D'accord? L'épisode actuel, oui, c'est sûr, elle a des sifflements, elle a des ronflements. Traitement de fond, oui ou non? Oui, bien sûr. Ça ne se discute pas. Parce qu'elle a des épisodes répétés durant l'année, on ne veut pas risquer qu'elle fasse un épisode grave, eh bien, il faut traiter. D'accord? Des encombrements corticoïdes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Plus ou moins. Je suis d'accord avec vous. Qui fait la corticothérapie orale à chaque épisode? Il ne faut pas que ce soit à chaque épisode. Il faut pas. Ça dépend de la sévérité, c'est très bien. Parce que généralement, il vient dans un état toujours. Oui, exactement. Oui, donc, en fonction de la sévérité. Si vraiment l'état clinique, la gêne respiratoire est très importante, il faut mettre les corticoïdes. Moi, cette petite fille, elle n'a pas de gêne respiratoire. Alors, quand il n'y a pas de gêne respiratoire, je ne mets pas les corticoïdes. J'essaie de faire ça. Parce que le nourrisson, il est des fois faiblement répondeur à la corticothérapie. D'ailleurs, regardez sur cette étude qui a été publiée récemment en 2010, sur pratiquement ça. Le nombre d'hospitalisations, c'est exactement le même. La pyrostrophe. Et l'évolution, elle est exactement la même. Vous voyez? Donc, chez le nourrisson, il faut faire attention aux cures de corticothérapie orale répétées sur une année. Pas plus de 2 ou 3 cures par an. Max. Au-delà de 3 cures par an, au-delà de 3 besoins par an, ça veut dire qu'on est dans une situation où on a besoin d'un traitement de fond, où il faut peut-être passer la main à un spécialiste pour voir les choses. Parce que la corticothérapie orale répétée chez le petit enfant de cet âge-là, c'est des troubles cognitifs à long terme, c'est des troubles du comportement à long terme, sans compter les problèmes physiques ou alors le retard naturel, et c'est des troubles de l'attention à long terme. D'accord? Vers l'âge de 7-8 ans. Il faut se dire, comme si c'était son enfant, est-ce que plus tard, ça ne va pas retentir sur son acte? Jusque-là, est-ce qu'on est tous d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que moi, je suis très bavarde. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. En fait, on teste les principaux qu'il y a à Casablanca. D'accord? On teste les acariens, clétins, diphtères, déphares, plomiens. On teste les 5 graminées, on teste la blatte, on teste les moisissures, dont l'alternat, d'accord, qui est le plus fréquent dans les régions d'eau. On teste le chat, parce que c'est un aéroallergène et que c'est aéroporté, et que, bon, même si vous n'avez pas d'allergie au chat, si vous n'avez pas de chat à la maison, vous pouvez vous sensibiliser ailleurs. Ça, c'est sur des choses un petit peu plus précises. Mais sur la batterie standard, la batterie standard, évidemment, on ne fait pas plus de ça. Et en général, à Casablanca, vous avez plus de 95% des affaires. Si je prends le syndicament, Oui. est-ce qu'on donne le syndicament de suspension ou bien Qu'est-ce qu'on va vous donner? Maintenant, c'est strict. Mais, ça m'arrive, oui, il faut donner en strict. Simplement, des fois, vous avez deuxième épisode, pas très sévère. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est de l'asthme? Moi, ça me fait un peu mal au cœur de faire acheter aux parents toute la panoplie d'inhalation, etc. Je fais une tentative. Avec Laura. C'est même un petit test. Et là, je ne vous dis pas que je ne prescris plus jamais de Ventoline ou de
en sirop. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Parce que les parents, ils ne veulent pas mettre la chambre, parce qu'il y a un véhicule très aidant. Il y a beaucoup de situations où on peut faire ça. Donc on est obligé de faire avec. Et c'est vrai que la suspension, elle ne se vend plus, elle ne se vend plus qu'au Maroc. Ailleurs, de quelle elle ne se vend plus au Maroc. Tant bien pour nous. Mais ça, ils disent que ça sert à rien. D'accord? C'est que le spray qui marche. Mais maintenant, quand vous avez des enfants qui sont ultra encombrés et que vous mettez un spray pour qu'il arrive à la muqueuse bronchée, il faut de temps en temps, je ne vous cache pas. Mais c'est vraiment rare, c'est des situations rares. Il y a des parents qui sont vraiment très réticents au spray. Je leur ai dit, après l'enfant, il leur non, ça c'est un sirop. Moi, je préfère le sirop que l'injectable. On est bien d'accord. Ah oui, autre chose sur les corticoïdes. Pas de corticothérapie par voie intramusculaire. Son effet est beaucoup moindre que la corticothérapie par voie orale. Et la corticothérapie par voie orale, la corticothérapie par voie intraveineuse, c'est le même effet. Ok? Et simplement la voie orale, il faut attendre une demi-heure. C'est tout. Il faut attendre une petite demi-heure. Quand l'enfant ne vomit pas, qu'il n'a pas de problème particulier, qu'il est bon savant, quand l'enfant est très gêné, oui, on a une voie veineuse et corticothérapie en voie veineuse parce qu'elle est vomissement, parce qu'elle ce genre de choses. D'accord? On est d'accord? On avance? Très bien. Bien, c'est vrai qu'elle a un API positif avec l'eczéma et le syndrome cystifant. Elle fait quand même pas mal d'épisodes sur une année. Elle fait pratiquement un tous les mois et demi, tous les mois, etc. L'hiver ne se passe pas très bien. On est déjà un peu hiver. C'est pas ça. D'accord? Donc, est-ce que vous optez pour un traitement de fond, là, vous préférez un? Idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Si on a des parents très réticents, eh bien, avec ça, on peut attendre un peu et leur dire, bon, comment les choses se passent. Moi, chez le nourrisson, c'est les corticoïdes. On n'a pratiquement pas d'autre alternative. Si maintenant, on a une autre alternative, mais l'autre alternative, elle est très chère. Donc, elle est très coûteuse. Bien. Alors, quand vous prescrivez des corticoïdes, à partir de quel âge vous prescrivez des corticoïdes chez le petit bébé? Oui, mais avant. Mais avant. Quel est le problème? C'est vraiment de la corticothérapie par voie inhalée. Le passage systémique, il est très faible. À part si on commence à donner des doses très très fortes de corticoïdes inhalés, en général, c'est très bien supporté, il y a très peu d'effets secondaires. Non, moi, il m'est arrivé de démarrer la corticothérapie. Oui, il y a la dentition, donc il faut utiliser une chambre d'inhalation. Respirer, on s'en fiche un peu des dents. C'est ça la problématique. Je dis, il faut toujours peser le pour et le contre. On ne va pas ne pas donner du corticoïde inhalé chez un enfant asthmatique sous prétexte qu'il va pas avoir dedans. Il faut laver la bouche après, il faut avoir une hygiène buccale normale, c'est tout. Il y a des situations où il faut choisir le meilleur, d'accord? Alors on a 3 options. Regardez, cette option, on peut la choisir chez des parents qui ne veulent pas mettre leurs enfants sous corticoïde. Ça arrive, moi j'en ai plein. C'est une alternative. On lui dit, ben d'accord, à chaque fois qu'il y a un épisode de scriptie, la cliné, en évitant les corticothérapies orales répétées. Si on arrive à gérer l'enfant comme ça, on peut se perdre. Si on n'arrive pas à le gérer comme ça, il faut absolument trouver. Mais à un certain moment, si on dit que les parents disent que on dit que l'enfant dit toujours plein de là et tout, ils viennent eux-mêmes demandeurs d'un traitement. Mais il ne faut pas défoncer dès le départ. Il faut avoir une discussion, il faut vraiment de la confiance instable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Corticothérapie inhalée, faible ou moyenne dose. Lequel vous utilisez? Vous pouvez donc dire les termes commerciaux, on s'en fiche. Lixotide. Alors, sérétide, c'est l'association. Le sérétide, vous le savez. Nos amis. C'est une association. L'association, à quel âge elle est indiquée? 4 ans, à partir de 4 ans. D'accord. C'est fluticasone, salmétérone. Le salmétérone est indiqué à partir de l'âge de 4 ans. Il a l'AMM à partir de l'âge de 4 ans. On soit bien d'accord. Dans toutes les publications mondiales. Simplement, ici,
moi, Je commence un peu. Pourquoi? Parce que je suis quand même spécialiste, je connais la problématique. Quand on est spécialiste de pneumo-allergopédiatrique, on peut se permettre, parce qu'il y a certaines études qui ont publié, etc. Mais c'est toujours sur une toute petite période, juste pour passer un cas difficile. Et après partir sur un traitement. Il ne faut pas vous amuser à donner du salmétérol chez les petits bébés. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le salmétérol, il peut saturer les récepteurs au bêta-2. Okay? Et chez le petit bébé, on ne connaît pas très bien le mécanisme. Est-ce qu'on sature ou on ne sature pas? Et on risque d'avoir après des mauvaises réponses à la rangée. Là, on est là de négatif. Donc, il faut être assez prudent sur l'utilisation du salmétérol. Bon, ce qui est sûr, c'est que salmétérol tout seul, c'est interdit. Ça, on le sait. Chez l'adulte ou chez l'enfant. D'accord? C'est interdit actuellement. Il faut tout le temps l'associer au corticoïdinal. Tout le temps. Alors, le corticoïdinal est le plus utilisé, qui a l'ARN chez le petit enfant, c'est la fluticasone. C'est le fluctotide. Après, on peut utiliser le diclofenac de béclomethasone. On a toujours utilisé de façon empirique. Il n'y a pas d'études faites autour de ce traitement. Auquel le budesonide, que j'aimais bien, moi, mais qui n'est plus commercialisé au Maroc, c'est le plus d'accord? Voilà. Alors là, ce qu'on utilise, c'est le fluctotide. Il y a d'autres... le fluticasone. Je crois qu'il reste plus que le fluctotide. ما بقاش sinon كاين le clénifor, le bécotine, on est commercialisé. Cortivant, exactement. Mais moi, je utilise Airport, exactement. Voilà. Bon, moi, je switch entre fluctotide et alors, c'est-à-dire, quand il y a la voie de l'inflammation chez l'asthmatique, il y a deux voies. Il y a la voie des interleukines et tout ça, et il y a la voie des leucotriènes. D'accord? La voie prédominante, c'est la voie des interleukines, où les corticoïdes marchent très très fort. Et il y a une voie qui est un petit peu, disons, on va dire secondaire, mais qui existe, c'est la voie des leucotriènes. Et le montelukast, c'est un anti-leucotriène. Donc, il peut nous compléter une action anti-inflammatoire. Les corticoïdes agissent sur la voie des interleukines et le singulaire, c'est le seul qui est commercialisé ici, agit sur la voie des leucotriènes. Et ça complète l'effet anti-inflammatoire des corticoïdes. D'accord? Donc là, quand on a des choses légères, on se dit, chez le nourrisson, chez les parents qui sont très très... On verra ça au fur et à mesure, on va avancer et on fait des éléments récurrents. On a donné du budesonide nébulisé. Regardez, quand on donne forte dose ou faible dose, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est exactement. Donc, c'est pas la peine d'aller chez l'enfant chez de très forte dose. Ça ne sert à rien de doubler, de quadrupler les doses et de donner 1000 gamma comme chez l'adulte. Ça ne sert strictement à rien. Regardez ici, c'est exactement. D'accord? En matière de nombre d'épisodes, en matière de corticothérapie, on donne une forte ou une faible dose, c'est exactement la même chose. D'accord? Ça, c'était juste pour dire la dose. Donc, quand on donne la fluticasone, faible dose, c'est quoi? C'est quoi la fluticasone? Faible dose, c'est quoi? C'est 125, une fois par jour. Là, au Maroc, on n'a pas la fluticasone, le fluixotide 50, où on va donner une le matin et le soir. On a 225, on fait avec. D'accord? Moyenne dose, c'est 250. Forte dose, c'est 500 nodules. D'accord? Donc, chez l'enfant, il faut toujours rester à 250. Si ça n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur Internet et tout, quand c'est des choses un petit peu plus persistantes, on a besoin d'un traitement de fond. Chez l'enfant, ça devient corticoïde inhalé, maintenant, les choses ont changé. On n'est plus du tout dans ce contexte-là. Ça, je vous dis la médecine, important. Et on raisonne en matière de contrôle de l'asthme. D'accord? On augmente, on diminue le traitement en fonction de l'évolution. Et on surveille tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je fais mes chiffres. Ça marche, on revient. Ça ne marche pas, on augmente. C'est stable, on garde. Mais on est toujours chez l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Chez l'enfant particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher en matière de traitement la dose minimale et efficace. Toujours. Autre réflexe qu'il faut avoir.
toujours chez l'enfant une dose minimale efficace. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est un organisme en croissance. Donc il faut même bien sûr de longues années, la corticothérapie inhalée au mouton qu'on ne n'arrête jamais, c'est quand même des corticoïdes. Ça retentit un petit peu sur la croissance parce que 1 cm. C'est pas sans effet. Mais, alors, comme c'est intermittent léger, on est dans cette étape-là, voilà, corticothérapie faible dose. L'alternative, c'est le montelukast, d'accord? Je ne peux pas supporter l'indiquer, je vais le faire là, comme ça. Des chromones. Les chromones, je vous rassure, ils ne sont plus vendus au marché. Ça fait longtemps, après j'y vais. D'accord? Mais ça fait partie des consensus, je suis obligée de vous le dire. Comme ça, si vous entendez chromones, vous savez de quoi? Ça, moi, c'est des antidégranulants, ce n'est pas des anti-inflammatoires. Ils empêchent la dégranulation des mastocytes. On reste sur une dose moyenne. Et on associe un autre anti-inflammatoire qui va venir renforcer l'action anti-inflammatoire des corticoïdes. Si ça ne marche pas, on augmente la dose. Et puis ici, c'est très rare. Chez l'enfant, pratiquement, c'est un cas par an. Moi, j'en ai un que je fais comme ça. Un seul. Il me désespère. Il m'a dit, c'est un info très grave. Il y a des infos très graves comme ça, mais c'est rare chez l'enfant. C'est pas comme chez l'adulte. Très très rare. Elle dit qu'elle reste sur moi toute mon 21, je sais pas, 30 ans maintenant de pédiatrie. J'en ai des comme ça, peut-être 4 ou 5. Vous voyez, en étant vraiment un service spécialiste où il y a des recrutements et tout ça. Donc il n'y en a pas des masses. Okay? Ce qui fait que la colonne indique la route de départ, en fait, on est dans une aventure. Oui. C'est pas grave, mais il n'y a pas pas chercher votre facteur. Si, bien sûr, on recherche, Bon, mais c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Peut-être qu'on fera un autre truc sur l'anocédaire. Mais si on sent, voilà, on va rester là jusqu'à... D'accord, non, c'est pas un problème. Et l'enfantage préscolaire. Évaluer la sévérité. Préciser l'histoire clinique. Radio du thorax, impératif. Éliminer les diagnostics différentiels. Bilan allergologique, quand c'est possible. Si ça n'est pas possible, on peut traiter ça. D'accord? L'asthme prédictif index. Corticoïdes inhalés ou montelukast en fonction de la sévérité. D'accord? Ou là, on peut les donner tous les deux si l'enfant est vraiment sévère. La kiné respiratoire, on est plus dans l'école francophone, on est discuté. Et les asthmatiques, il faut savoir que les asthmatiques, ça les aggrave. Ça les aggrave. Les virus, ça les améliore. Alors, quand vous avez un épisode de sifflement qui est aggravé par la kiné respiratoire, on est plus dans le truc asthme. Okay? Alors, évaluation du contrôle tous les 3 mois. On augmente, on diminue le traitement. Alors, parfois, quand on améliore l'enfant, pendant 6 mois, on est dans l'asthme intermittent, on arrête le traitement carrément. Et on voit. Chez l'enfant, il n'y a pas de traitement permanent toute la vie. Mais qu'il neige. C'est toujours, on a une vision sur 3-6 mois. 3-6 mois, il y a des enfants chez qui on arrête le traitement au bout de 2 années ou d'1 année de traitement sans aucun problème. Réadapter le traitement en fonction de l'évolution. D'accord? Sur le traitement, la prise en charge. Chez le nourrisson, on est limité. On est vraiment limité. Parce qu'on ne peut pas utiliser les salénés bêta-2 longue durée d'action. D'accord? Les corticoïdes, on est obligé de rester à des doses raisonnables. Okay? On n'a pas beaucoup d'alternatives. Qu'est-ce qu'on a? On doit jouer sur la dose de corticoïdes et sur l'association ou non de singulaire. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez? Et oui? C'est alors singulaire. Alors il y a 3 présentations au Maroc. La 10 mg, c'est l'adulte, au-delà de 15 ans. Il y a 2 chez l'enfant. Il y a 4 mg sachet jusqu'à 5 ans. À partir de 5 ans, c'est le comprimé à croquer 5 mg. Voilà, le 4 et le 5. Alors avant, quand il a été commercialisé, il était à 500 dirhams. Maintenant, il est à 350 dirhams. Une boîte d'1 mois. 1 mois, 350 dirhams. Et je ne sais pas s'il fait partie des médicaments dont le prix a baissé d'abord. J'ai vu la 3 télé hier. 3 dirhams. Donc il n'a pas vraiment baissé. Parce qu'ils avaient déjà fait la baisse. Il est passé de 500 dirhams à 350. Moi, personnellement, c'est un traitement qui me donne beaucoup de très bons résultats dans des choses vraiment qui ne répondent pas aux corticoïdes inhalés. Alors, il y avait autre chose dont je voulais qu'on parle, c'est la technique d'inhalation. Très importante chez l'enfant. Il faut tout le temps la contrôler lors des consultations.
Parce qu'un enfant, il peut venir vous dire que la verlal, tout ça, quand vous faites, vous elle a déjà déclenché parce que ça l'énerve. Oui, c'est comme ça que ça se passe. لا ما تيبغيهاش تيبكي ليه ولا تيجنني ولا مقاحه ديالها تتقبلوا تحلوا فمو ديروا ديك السقي في السنان دونك تتسوسلوا سنانو sans aucun والله العظيم c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Et ce qui fait qu'il faut tout le temps contrôler la technique d'inhalation et tout le temps dire aux parents quand on met les corticoïdes inhalés, il faut laver la bouche. Et quand les enfants commencent à avoir des dents, il faut brosser les dents, même les toutes petites, même les germes. Brosser un petit peu, je mets ce cache le dépôt. Déjà, il y a des mycoses au niveau de la bouche par les corticoïdes inhalés chez les enfants prédisposés. Et des fois, il y a un passage systémique. Si jamais le corticoïde est vraiment déposé dans la bouche. Ok? Donc, il faut tout le temps vérifier la technique d'inhalation. Et des fois, ils confondent. L'orange, le bleu, purée, on a عندك لطون الاربع الدراجي هذا باع من اللون الصفر باع من اللون الخضر هذا ديك donc elle se retrouve pas. Donc à chaque fois il faut vérifier. واش هذا ولا هذا ولا تقول لك à un certain moment il va pas bien. تديك له الدواء تديك له الدواء تقول لها تديك له كل نهار تديك له كل نهار تقول لها هو اللي الدواء اللي تديك له تخرج لها بونطوليه تقول لي ولا هذا هو اللي خصنا ندير له هذا ولا اخر تندير له غير تديك له Allez, on recommence, on reprend à zéro. Donc, franchement, la consultation, elle est un peu longue et un peu chiante, mais il faut la faire. Il faut la faire. Et c'est tout le temps l'éducation, on reprend. Et c'est tout le temps la fiche que la maman soit analphabète ou au niveau socio-économique. On sera jamais arba. C'est exactement la même chose. Parce que c'est du travail, c'est du traitement tout le temps. 30% des enfants ont au moins un épisode de sifflement de la naissance à 3 ans. Il faut savoir que 80% des enfants asthmatiques ont déjà commencé leur asthme avant. Multiple tableau clinique et évolutif, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai appelé les phénotypes. Épidémiologiques, c'est les sifflements transitoires qui disparaissent vers 3-5 ans. Les sifflements persistants qui commencent à la naissance et qui ne disparaissent pas. Et les sifflements tardifs qui commencent à partir de l'âge de 3-5 ans. Mais vous, quand vous avez un enfant devant vous, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau vous êtes. Parce que c'est l'évolution qui va dire. Alors maintenant, il y a une classification clinique. Il y a les sifflements épisodiques, qui sont souvent viraux, qui surviennent en hiver, etc. Et les sifflements à multiples facteurs déclenchants, l'allergène, le tabac, l'effort, les virus, etc. Et c'est ceux-là qui sont le plus asthmatiques. Elle est importante, la fonction pulmonaire chez le nourrisson. Et si au Maroc, on ne la fait pas. Donc, tranquillisez-vous. On la fait même en Europe dans des centres très spécialisés parce que ça nécessite un équipement très coûteux. C'est la jaquette, la NASA. Et pour un apport qui n'est pas forcément pour la thérapeutique extraordinaire. Donc c'est juste pour la recherche, ok? Prise en charge, parce que la prise en charge est la même, que ce soit ça ou ça. Simplement ça coûte hyper cher. Et c'est que des centres de recherche qui le font. Alors le hélo exhalé, c'est un marqueur très fiable de l'inflammation. Simplement chez le nourrisson, on n'a pas de chiffre de référence, on ne sait pas exactement. Maintenant ça commence à se faire de plus en plus facilement. Et peut-être qu'au Maroc, on aura ça dans quelques années. Tout à l'heure, oui, ça avance le traitement. Alors ça, ce sont tous les phénotypes. Regardez, transitoire, précoce, prolongée, apparition intermédiaire, apparition tardive, persistant. Ce sont des phénotypes. Et regardez, vous voyez que l'atopie, elle n'est pas dans tous les phénotypes. Elle est juste dans celui-là et dans celui-là. Des fois même pas dans le persistant. L'asthme, il est plus dans ceux-là. Vous voyez, l'hyperréactivité bronchique, elle est donc, vraiment, les phénotypes sont vraiment très nombreux. Et actuellement, il y a de nouveaux phénotypes qui sont apparus parce que la démarque là, elle est un peu ancienne. Ok? L'asthma prédictive index, on en a parlé. L'asthma prédictive index, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut vraiment vous servir dans votre pratique de tous les jours, surtout vis-à-vis du langage qu'on doit tenir. Alors oui, le rôle des rhinovirus, c'est important parce que c'est quelque chose de nouveau. Regardez sur des enfants siffleurs, le rhinovirus, il vient en première position avant le VRS. D'accord? Et le rhinovirus, c'est un virus qui est vraiment facteur aggravant des sifflements. Regardez par exemple les enfants. Quand on voit ici les enfants, l'asthme chez l'enfant jusqu'à 6 ans, regardez, quand on a pas de virus, un virus autre que le respirateur, le virus respiratoire syncytial. Donc regardez, le risque, bon, je ne suis pas un, donc peu importe.
Quand on a le VRS, le risque est multiplié par 3, asthmatique à l'âge de 6 ans. Et regardez quand on a le rhinovirus, associé ou non au VRS, le risque est multiplié par 10 d'avoir de l'asthme à l'âge de 6 ans. Donc finalement, c'est l'histoire. Fini il y a l'œuf, fini il y a la poule. Mais il y a une fenêtre optimale où ce remodelage peut apparaître, mais en tout cas, pas avant l'âge de 2 ans. D'accord? Peut-être à partir de l'âge de 2 ans, on peut avoir un peu de remodelage bronchique chez certains enfants, mais alors les études sont très faibles. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller faire des bronchoscopies chez les biopsies chez les tout petits enfants. Donc il y a un problème d'éthique. On peut pas. Il y a très peu d'études qui ont étudié HI, donc je passe rapidement. Alors la prise en charge, c'est le contrôle de l'environnement, c'est les médicaments, c'est l'éducation. On en a déjà parlé bien comme il faut. Le contrôle de l'environnement, je dis juste un petit mot. Le tabagisme passif. The first one. C'est le premier. D'accord. On voit le pilier de la prise en charge. Ok. Il faut savoir que les habitats humides avec des moisissures, ça favorise les sifflements du petit enfant en dehors de toute allergie. Ce qui fait qu'à Casa, tout est humide. Donc on n'a pas vraiment grand choix ici. L'exposition allergénique associée à la sensibilisation augmente les sifflements. Bon, ça on le sait de toutes les façons. Quand on fait un contrôle précoce de l'environnement chez les nourrissons à risque atopique, est-ce qu'il faut le faire? Je suis asthmatique ou anti-andré. Ouais. Il faut faire un contrôle de l'environnement. Hein? Non, il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Les résultats, ils sont très flous. Toutes les études qui ont essayé de diminuer les allergies par le contrôle de l'environnement n'ont pas réussi. En fait, on déplace simplement le problème. L'allergie aux intérieurs, c'est le chat. Donc en fait, seuls les nourrissons ayant une susceptibilité prouvée bénéficient de ce contrôle vraiment très très important. Sinon, elles n'ont que chez vous les marrons, ça fait vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, parce que c'est vraiment fatigant. Vraiment, moi, je ne voudrais pas que le médecin me dise ça. Inhaler la pierre angulaire de tous les traitements. Bon, ici, je ne vais pas vous demander. C'est toutes les études qui ont montré l'efficacité du traitement par corticoïde inhalé chez l'enfant siffleur. Est-ce qu'il faut, chez les enfants qui ont des bronchiolites, un premier épisode de bronchiolite chez un enfant à risque, est-ce qu'il faut donner une corticothérapie inhalée pour qu'il ne devienne pas asthmatique? La réponse est clairement non. Maintenant, on le sait, c'est prouvé, la corticothérapie inhalée ne change pas l'histoire naturelle de la maladie. Elle contrôle les symptômes, oui, mais si l'enfant va devenir asthmatique, il va le devenir de toutes les façons. D'accord? Donc, il y a toutes les études qui ont été faites n'ont pas prouvé l'efficacité des corticoïdes inhalés en préventif. On ne prévient pas chez un nourrisson à risque. Ça m'arrive pas, hein? Tout de suite. Très rapidement. Ces indications sont précisées par des règles de bonne prescription. D'accord? Maintenant, elle est reconnue dans le traitement, dans les consensus internationaux de prise en charge des maladies allergiques et de l'asthme. Avant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a un recul très important et maintenant on le sait, la désensibilisation, elle est efficace dans le traitement des allergies. Donc on le dépose là et ça se lie aux cellules dendritiques qui sont là, d'accord? Et ça stimule les cellules lymphocytes avec libération de cytokines et on va switcher l'organisme vers la voie immunitaire TH1, d'accord? C'est un peu la même chose que l'immunothérapie sous-cutanée. D'accord? Sauf que là, c'est plus facile. Au lieu de faire une injection, on met la goutte ici, là. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, les effets secondaires et les arrières sont très faibles. Les chocs anaphylactiques, il n'y en a pas. Les crises d'asthme, il n'y en a pas. Elle a au pire des cas qu'elle a une adapte. Ce qui fait qu'elle est très bien tolérée parce que justement, elle passe par les cellules dendritiques. Et vous voilà, sur 13 jours, sur un chiffre 13 jours maximal. Ok? Donc on commence, il y a 3 flacons, un à 10 IR, un à 100 IR, un à 300 IR, et il fait une progression journalière.
Le premier jour, on met une goutte, le deuxième, on met 2 gouttes, le troisième, on met 3 gouttes, et on augmente. Jusqu'à arriver au flacon violet qui est de 300 IR. Okay, on ne fait pas d'injection, c'est ça le grand avantage. Et elle est très bien tolérée. C'est ça le gros avantage de cette désensibilisation du flingoil. Et ça permet d'élargir les indications. Et puis les effets secondaires, regardez, 3 à 10% des patients. Et c'est rien, c'est des petits trucs, c'est des petits prurites des lèvres, des petites douleurs abdominales, mais dès qu'on arrête, voilà. Est-ce que vous avez juste une ou deux questions sur l'immunothérapie? Est-ce que vous avez eu